À l'âge où beaucoup commencent enfin à respirer après des décennies de lutte, à l'âge où la vie se stabilise et où les certitudes se solidifient, Laetitia Hallyday, elle, se retrouvait face à une vérité qu'elle avait passé des années à éviter. À 50 ans, ce n'est pas un anniversaire qui l'attendait, mais un mur, celui où les émotions qu'elle repoussait depuis 8 ans ont fini par la rattraper sans la moindre pitié. Le chagrin qu'elle croyait maîtriser, la culpabilité qu'elle tentait d'étouffer sous les responsabilités, et la vérité qu'elle n'osait même pas s'avouer en silence ont soudain pris toute la place, jusqu'à l'empêcher de respirer. C'est à cet instant précis que sa vie a cessé d'être une fuite pour devenir une confrontation. Durant presque une décennie, Laetitia a avancé comme on avance dans les ruines d'une existence qu'on essaie de reconstruire, à pas mesurés, en évitant les fissures, en espérant que le prochain mur ne s'effondre pas. Elle a tenté de sauver une vie familiale déchirée par les dettes, les procès, les drames médiatiques, les pertes successives et les responsabilités écrasantes. Elle a essayé d'aimer à nouveau, de sourire à nouveau, de croire à nouveau, mais chaque fois, un nom revenait, une ombre imposante se dessinait dans ses pas. Johnny, l'homme qu'elle avait aimé dans la lumière aveuglante autant que dans les ténèbres les plus profondes. L'homme qu'elle n'avait jamais réussi à laisser partir, même lorsqu'elle avait cru l'avoir fait. Car la réalité, qu'elle l'admette ou non, est restée toujours la même. Sa vie se séparait en deux époques, aussi distinctes que deux mondes. Il y a eu avant le 5 décembre 2017 et il y a eu après. Avant, elle était l'épouse, la partenaire, la confidente, la gardienne silencieuse d'un géant fragile que personne ne voyait réellement. Après, elle est devenue la veuve exposée, scrutée, jugée, celle qui devait annoncer l'impensable à deux filles encore trop jeunes pour comprendre que l'avenir venait de changer de forme. Elle est devenue la femme qui devait se tenir debout, même lorsqu'elle n'avait plus de jambes pour le faire. La France entière a assisté à l'hommage national. Les caméras, les foules, les discours, les fleurs, les larmes. Mais ce que personne n'a vu, c'est ce qui s'est passé lorsque les portes se sont refermées et que le silence a envahi sa maison. Personne n'a vu les nuits où elle gardait ses vêtements parce que le lit semblait trop vide. Personne n'a vu les matins où elle espérait se réveiller dans une autre réalité. Personne n'a entendu les respirations brisées, les pas hésitants dans les couloirs, les souvenirs qui la frappaient comme des vagues incessantes. Car derrière l'image publique d'une femme qui semblait tenir bon, il y avait une vérité bien plus dure. Laetitia ne survivait pas, elle se débattait. Elle tentait de protéger ses filles tout en portant un héritage qui pesait parfois plus lourd que l'amour lui-même. Elle essayait d'être forte alors qu'elle ne l'était plus depuis longtemps. Et pourtant, ce récit n'est pas seulement celui d'une chute. C'est aussi celui d'une reconstruction lente, douloureuse, imparfaite. Celui d'une femme qui a dû vendre des morceaux de son passé pour acheter du temps, qui a dû choisir entre les souvenirs et la survie, qui a dû affronter des pertes qu'aucune caméra n'a documentées. Celui d'une femme qui, malgré les flammes, les dettes, les ruptures, les deuils et les nouvelles tentatives d'aimer, avance toujours, même lorsque son cœur reste tourné vers hier. Car au centre de cette histoire, il y a une vérité qu'elle a mis 8 ans à dire à voix haute. Une vérité que nous allons explorer ensemble, chapitre après chapitre. Il existe des dates qui n'appartiennent pas seulement au calendrier, mais qui s'inscrivent directement dans la chair, comme une brûlure qui ne guérit jamais vraiment. Pour Laetitia Hallyday, le 5 décembre 2017 est devenu ce genre de frontière invisible entre ce qu'était sa vie et ce qu'elle devait apprendre à devenir. Ce jour-là ne s'est pas contenté de lui arracher son mari, il lui a arraché un monde entier. Le monde qu'elle avait construit dès l'âge de 21 ans, celui où elle avait grandi, évolué, aimé, protégé et souvent sacrifié, s'est effondré en une seule nuit, sans qu'elle puisse retenir quoi que ce soit. Jusqu'au dernier souffle de Johnny, elle était à ses côtés. Elle avait veillé sur lui pendant les séances de chimiothérapie, les nuits d'angoisse, les réveils douloureux, les moments où il craignait de ne plus être l'homme qu'il avait été. Elle avait observé le rocker, ce colosse aux épaules tatouées à la voix rugissante, devenir un homme fragile qui se battait pour respirer. Elle avait tenu sa main, essuyé son front, encouragé encore et encore un combat que lui-même s'avait perdu. Ce n'était pas seulement son mari qui mourait. C'était l'homme qu'elle aimait depuis 30 ans, son repère, son centre gravitationnel. Et puis le silence. Le silence brutal qui suit les machines qu'on débranche, les sanglots qu'on retient pour ne pas effrayer les enfants, les pas mesurés dans un couloir d'hôpital où chaque mur semble s'effondrer. Ce soir-là, Laetitia n'a pas seulement perdu Johnny, elle a perdu sa version d'elle-même. Celle qui existait quand il ouvrait la porte, quand il riait, quand il jouait quelques notes à la guitare au milieu du salon. L'avenir venait de perdre sa forme. Et pourtant, le lendemain, elle n'a pas eu le droit de tomber. Elle a dû devenir le pilier d'une famille en plein effondrement. Avant même de pouvoir respirer, elle a dû annoncer à Jade et Joy que leur père ne reviendrait plus jamais. Comment trouver les mots justes pour deux jeunes filles dont le monde venait de se briser?
Comment expliquer l'absence éternelle à des enfants qui n'avaient connu que la présence brillante d'une figure mythique? Elle a dû serrer son propre chagrin, commencer un bandage sur une plaie ouverte pour empêcher l'hémorragie. Pendant que ses filles pleuraient dans ses bras, Laetitia a réalisé que le deuil qu'elle ressentait n'aurait pas le moindre répit. Car l'homme qu'elle avait aimé n'appartenait pas seulement à sa famille. Il appartenait à toute une nation. À peine la nouvelle confirmée, Paris s'était figé. Les radios diffusaient sa voix en boucle. Les fans envahissaient les rues. La France tout entière s'était arrêtée pour pleurer Johnny Hallyday. Et elle, au milieu de ce raz-de-marée, n'était plus seulement une veuve. Elle devenait l'image publique de la femme qui venait de perdre un symbole national. L'hommage national à l'église de la Madeleine a marqué les mémoires. Les caméras du monde entier, les personnalités, les milliers de fans massés dans les rues, les motochromés, les larmes, les applaudissements. La France entière a vu une cérémonie historique. Peu ont vu ce qui se passait au fond de l'église. Là où Laetitia, serrant les mains de Jade et Joy, tentait de rester debout alors que ses jambes tremblaient sous l'impact d'un chagrin ingérable. Sa douleur devait rester silencieuse, maîtrisée, presque invisible. Elle n'avait pas le droit de s'effondrer. Elle représentait un homme devenu mythe. Mais une fois les portes refermées, la scène changeait. Les caméras s'éteignaient, les applaudissements mouraient, les discours s'évaporaient, et il ne restait qu'une femme, une mère, brisée. Dans les jours qui ont suivi, personne n'a vu les nuits où elle dormait tout habillée, incapable de se glisser dans un lit où il manquait désormais quelqu'un. Personne n'a vu les matins où elle ouvrait les yeux en se demandant si tout cela n'était qu'un cauchemar. Personne n'a vu les après-midi où elle s'asseyait dans le studio d'enregistrement vide de Johnny, observant la lumière danser sur les instruments qu'il aurait dû toucher encore 1000 fois. Marne la coquette devenait un mausolée vivant. Chaque objet, chaque photo, chaque parfum, chaque couloir portait son empreinte. À Los Angeles, la maison de Pacific Palisades n'offrait pas plus de répit. Les guitares de Johnny étaient encore accrochées au mur, ses bracelets dans les tiroirs, son thé préféré rangé dans la cuisine. Elle traversait ces lieux avec la sensation étrange d'habiter des souvenirs plutôt qu'un présent, comme si toute sa vie s'était arrêtée au même moment que son cœur. Pourtant, alors même qu'elle n'arrivait pas à reprendre son souffle, une nouvelle épreuve s'annonçait, non pas liée au chagrin, mais aux responsabilités. Car derrière l'émotion, il y avait l'héritage, immense, complexe, fragile. Et dans cet héritage, une bombe avait été posée par Johnny lui-même, un testament rédigé en Californie, qui allait ouvrir un chapitre que Laetitia n'était absolument pas prête à affronter. Ce jour-là, elle n'avait pas seulement perdu son mari. Elle avait été propulsée dans une guerre qui n'allait laisser personne indemne. Lorsque Johnny Hallyday s'est éteint, Laetitia a d'abord cru que le pire résidait dans le chagrin. Elle pensait que le vide laissé par son absence serait l'épreuve la plus dévastatrice. Mais quelques semaines à peine après la disparition du rocker, elle a compris que la douleur n'était que la première vague d'un tsunami bien plus large. Car derrière les souvenirs, derrière les hommages, derrière l'amour des fans, se cachait un héritage gigantesque, complexe, fragmenté, parfois chaotique, et dont elle allait devenir l'unique gardienne. Et c'est précisément ce statut de seule héritière qui allait mettre le feu à tout ce qui restait de fragile dans sa vie déjà brisée. Le testament rédigé en Californie, révélé au début de l'année 2018, a frappé la France comme un coup de tonnerre. Pour les fans, ce document n'était qu'une formalité légale. Pour les proches du rocker, il était une bombe émotionnelle. Pour les médias, un carburant inépuisable. Et pour Laetitia, il devenait un fardeau si lourd qu'elle avait parfois l'impression qu'il l'écrasait de l'intérieur. Johnny Lee Gregg désignait comme unique bénéficiaire de son patrimoine, ainsi que tutrice légale de l'intégralité des biens destinés à Jade et Joy. Cela signifiait qu'elle devenait responsable de tout, les propriétés, les droits musicaux, les contrats d'édition, les redevances internationales, les archives artistiques, les véhicules, les objets personnels, les sociétés, les trusts américains et les dettes, nombreuses, parfois dissimulées, parfois incomprises, souvent toxiques. Pour certains, cette décision semblait logique. Pour d'autres, elle apparaissait injuste. Et ce clivage allait bientôt déchirer une famille entière. Dès l'instant où la nouvelle fut rendue publique, une tempête médiatique et judiciaire s'est déclenchée. Une tempête dont Laetitia n'avait ni anticipé l'intensité, ni la violence, ni les conséquences sur sa santé, sa réputation et son équilibre déjà fragile. Ces journées, auparavant rythmées par la douleur, devinrent soudain rythmées par les avocats, les dossiers, les conférences téléphoniques, les lettres recommandées, les décisions à prendre. Elle, qui avait passé 20 ans dans l'ombre du géant, devait maintenant le représenter dans un monde juridique impitoyable qu'elle ne connaissait pas. Et les critiques, les accusations, les jugements du public ne tardèrent pas à pleuvoir.
Je n'ai presque pas eu le temps de pleurer. J'ai dû devenir un soldat, confia-t-elle un jour. Le conflit éclata publiquement lorsque David Hallyday et Laura Smith contestèrent le testament californien. Pour eux, la succession d'un artiste français devait relever de la loi française, non américaine. Ce débat légal, complexe et émotionnel, fut exposé comme une série dramatique au vu de toute la nation. Les journaux titraient chaque semaine sur de nouveaux rebondissements. Les émissions de télévision débattaient du pourcentage de responsabilité de chacun. Les réseaux sociaux devenaient des terrains de bataille où l'on jugeait sa moralité, son intégrité, ses intentions. Pour Laetitia, ce n'était pas une guerre. C'était une agonie. Non pas parce qu'elle voulait tout garder, mais parce qu'elle devait tout protéger. Elle devait assurer l'avenir de Jade et Joy, maintenir les droits d'auteur de Johnny, garantir la conformité financière, payer des impôts qui s'accumulaient à une vitesse vertigineuse, tout en préservant l'image d'un artiste que la France idolâtrait. Ce que le public ne voyait pas, ce sont les coulisses. Les nuits où elle passait des heures à lire des documents juridiques qu'elle ne comprenait pas entièrement. Les rendez-vous fiscaux où elle apprenait l'existence de dettes gigantesques dont elle ignorait tout. Les décisions qu'elle devait prendre en urgence pour éviter que certaines maisons soient saisies. Les appels avec des comptables américains qui lui parlaient en termes techniques alors qu'elle n'était qu'une femme en plein deuil tentant de garder la tête hors de l'eau. Et malgré tous ses efforts, la pression ne faisait que grandir. Le fisc français réclamait plus de 7 millions d'euros. Les autorités américaines poursuivaient leur propre vérification. Les fans s'embrasaient à chaque nouvelle rumeur. Les journalistes scrutaient la moindre expression sur son visage. Les critiques jugeaient chaque geste, chaque vente, chaque déplacement. Ceux qui la connaissaient le mieux racontent que, parfois, elle disparaissait quelques heures en voiture. Elle roulait jusqu'à l'océan, garait son véhicule face aux vagues, et plairait en silence, épuisée, dépassée, prisonnière de responsabilités qu'elle n'avait jamais demandées. Car derrière ce testament tant débattu se cachait une vérité intime que peu comprennent. Laetitia n'était pas seulement la veuve d'une star mondiale. Elle était la seule restante pour gérer l'héritage d'un homme qui avait vécu 1000 vies en une, laissé des traces partout, signé des contrats partout, fait confiance à trop de gens, dépensé sans compter, accumulé autant d'amour que de dettes. Et dans cette tempête, elle devait rester droite. Pour sa famille, pour ses filles, pour Johnny, pour elle, peut-être, même si elle n'en avait plus la force. En 2021, après 3 années de combats judiciaires, un accord fut enfin trouvé. David renonça à toute revendication. Laura accepta un règlement financier et quelques objets symboliques. La bataille prit fin. Mais la paix, elle, ne vint jamais. Car ce n'était pas la justice qui avait laissé les traces les plus profondes en elle. C'était ce que tout cela avait ravivé, le souvenir d'un homme qu'elle n'arrivait toujours pas à laisser derrière elle, même quand la vie exigeait qu'elle avance. Lorsque Johnny disparaît, Laetitia ne perd pas seulement son mari, elle perd aussi le dernier rempart qui la protégeait d'un monde qui n'attendait que l'occasion de la juger. Et à peine les cérémonies terminées, à peine les fleurs fanées, ce qui aurait dû être une période de respect, de silence et de compassion s'est transformé en une arène où chaque mot, chaque geste, chaque décision était analysée, disséquée, puis déformée. Comme si le deuil, à lui seul, ne suffisait pas, elle a dû affronter une tempête où l'amour qu'elle portait à Johnny était remis en question de toutes les façons possibles. Car il faut le rappeler, personne n'était préparé au choc qui allait suivre. Le pays entier découvrait que Johnny Hallyday, l'icône, la légende, avait rédigé un testament qui ne ressemblait à aucune attente. Un document qui mettait Laetitia au centre de son héritage, aux grandes dames de ceux qui se considéraient depuis toujours comme les héritiers naturels du mythe. En quelques jours, un drame familial privé est devenu un feuilleton national. Et Laetitia, qu'on avait applaudi lors de l'hommage populaire à la Madeleine, est soudain devenue la femme à abattre. Une transformation brutale, presque irréelle. Il aurait suffi d'écouter ce qu'elle disait, ou plutôt ce qu'elle ne disait pas, pour comprendre que rien n'était simple. Johnny, avant de mourir, avait pris des décisions complexes, qu'il estimait justes, même si elles étaient contestées. Il avait voulu protéger Laetitia, celle qui l'avait accompagnée dans ces dernières années, celle qui connaissait ses failles, ses addictions, ses blessures les plus profondes. Mais l'opinion publique, avide de récits clairs et de coupables évidents, s'est rapidement construit un autre scénario, celui de la femme manipulatrice, celle qui aurait volé l'héritage, celle qui aurait isolé un père de ses enfants. Cette image, façonnée par des titres chocs et des débats sans nuance, l'a poursuivie pendant des années. Mais ceux qui ont vécu près du couple, ceux qui ont vu Johnny s'effondrer et renaître à plusieurs reprises, savent pourtant que la vérité n'a jamais été aussi simple. Johnny avait ses démons, ses fragilités, ses moments de recul et de lucidité. Il avait aussi ses convictions. Et dans ses convictions, il y avait une chose claire.
Il voulait que Laetitia ne manque jamais de rien. Il voulait qu'elle soit protégée, même lorsque lui ne serait plus là. Peut-être parce qu'il savait qu'après lui, rien ne serait facile. Pourtant, au lieu de la comprendre, on a voulu la punir. On a voulu la faire avouer une faute qu'elle n'avait pas commise. Pendant des mois, puis des années, elle s'est retrouvée prise dans une guerre juridique et médiatique où tout le monde parlait à sa place. Les commentateurs, les chroniqueurs, les experts autoproclamés. On lui prêtait des intentions, des stratégies, des plans machiavéliques qu'elle n'avait jamais eus. Et pendant ce temps, Laetitia se débattait, pas pour gagner mais pour survivre, pour protéger ses filles, pour préserver ce qui restait de l'unité familiale, pour tenter de ne pas s'effondrer sous le poids d'un pays qui, du jour au lendemain, avait décidé qu'elle était la méchante du récit. Dans ces moments-là, ce ne sont pas les caméras qui montrent la vérité. Ce sont les détails, les nuits sans sommeil, les appels d'avocats, les lettres qu'elle n'osait pas ouvrir, les comptes bancaires qui s'effondraient, les souvenirs qu'on vendait aux enchères pour payer les dettes. Personne ne voyait cela, car cela ne faisait pas de bons titres. Et pourtant, c'est là que se trouvait la réalité la plus brutale. Car derrière les lumières, derrière les polémiques, il y avait une femme qui tentait désespérément de tenir debout. Une femme qui avait perdu un mari, puis une réputation, puis une grande partie de ce qui constituait sa vie matérielle. Une femme qui, malgré tout, continuait de dire que Johnny était l'amour de sa vie, même lorsque ce simple aveu déclenchait de nouvelles critiques. Et puis, au milieu de ce chaos, il y avait les deux seules personnes qui lui donnaient la force d'avancer, Jade et Joy. Deux adolescentes qui ont dû grandir trop vite, qui ont dû apprendre que le monde pouvait être cruel, même lorsqu'on n'a rien demandé. Deux filles qui ont vu leur mère s'effondrer et se relever, encore et encore. Deux filles qui ont compris que leur père n'était pas seulement une légende, mais aussi un homme, fragile, tourmenté, humain. C'est pour elles que Laetitia a tenu. Pour elles qu'elle a respiré quand tout l'étouffait. Pour elles qu'elle a accepté de se battre alors qu'elle n'avait plus la force de se défendre. Et petit à petit, malgré les tempêtes, malgré les déceptions, malgré les attaques incessantes, une vérité a commencé à émerger. Une vérité simple, nue, indiscutable. Elle n'était pas la femme qu'on avait décrite. Elle n'était pas la manipulatrice, ni l'ennemie, ni la voleuse de légendes. Elle était seulement une femme qui avait aimé un homme au-delà des normes, au-delà des erreurs, au-delà de ce que beaucoup peuvent comprendre. Une femme qui, malgré les déchirures, n'avait jamais cessé d'aimer, jamais cessé de protéger, jamais cessé de croire en l'histoire qu'elle avait vécue. Cette guerre invisible, celle qu'elle a affrontée seule, a été l'une des plus longues et des plus éprouvantes de sa vie. Mais c'est aussi celle qui l'a forcée à grandir, à devenir autre chose qu'une épouse ou une veuve. Une femme qui, enfin, osait se tenir debout sans se cacher derrière quelqu'un d'autre. Après des années de tempêtes juridiques, de polémiques et de silence forcé, Laetitia pensa enfin entrevoir une lueur de répit. Non pas un bonheur éclatant, non, mais quelque chose qui ressemblait au début d'une respiration. Ce que beaucoup oublient, c'est qu'elle avait passé près de la moitié de sa vie à construire une existence autour de Johnny, à l'aimer, à le soutenir, à le sauver autant qu'elle pouvait. Lorsque cet homme est parti, elle ne l'a pas seulement perdu lui, elle a perdu son rôle, ses repères, son identité. Alors, un jour, elle a décidé d'essayer de vivre à nouveau. Et pour vivre, il faut parfois aimer. C'est dans cette période fragile, entre reconstruction et blessures encore ouvertes, que Pascal est apparu dans sa vie. Un homme discret, tendre, solide, presque à l'opposé de tout ce que l'univers Hallyday représentait. Avec lui, elle redécouvrait une forme de douceur qui n'avait rien à voir avec les turbulences du passé. Pascal n'était pas là pour remplacer Johnny, personne ne pouvait le faire. Il était simplement là pour lui dire qu'elle avait encore le droit d'aimer quelqu'un, le droit d'être regardée non pas comme une veuve, mais comme une femme. Et pendant un temps, cette illusion-là lui a fait du bien. Mais la vérité, c'est qu'aimer après un mythe est une épreuve que peu peuvent comprendre. Lorsque Laetitia avançait d'un pas, son cœur, lui, en reculait de deux. Elle essayait de sourire à un présent qui ne lui appartenait pas encore, tout en continuant de s'accrocher à un passé qui la réchauffait autant qu'il la blessait. Pascal, malgré sa bienveillance, se retrouvait face à un fantôme trop grand, trop lourd, trop sacré. Dans chaque silence de Laetitia, dans chaque hésitation, dans chaque geste retenu, se cachait une vérité simple. Son cœur n'était pas prêt. Peut-être qu'il ne le serait jamais tout à fait. Lorsque leur relation s'est effritée, ce n'était pas faute d'essayer. Ce n'était pas la méchanceté, ni un manque d'amour, ni une incompatibilité brutale. C'était quelque chose de plus complexe, de plus intime, un deuil qui continuait de respirer en elle. Un amour pour Johnny qui, même amputé par la mort, prenait encore toute la place. Et Pascal l'a compris avant elle.
C'est ce qui rend cette rupture encore plus douloureuse. Elle n'est pas née de la colère, mais de la lucidité. Puis est venue l'histoire avec Jalil. Un autre homme, un autre souffle, une autre tentative d'avancer. Jalil apportait quelque chose de différent, une énergie solaire, un enthousiasme, une envie d'aimer pleinement. Il l'apportait, la rassurait, la faisait rire à nouveau. Avec lui, elle se sentait moins coupable de vouloir vivre. Il y avait, dans leur relation, cette sensation d'un avenir possible, un avenir fragile, certes, mais un avenir tout de même. Au fil des années, Laetitia Hallyday a traversé des tempêtes que peu auraient pu supporter. Mais malgré les épreuves, les critiques et les pertes, elle a toujours trouvé la force d'avancer. Son histoire nous rappelle une vérité essentielle. Peu importe les chutes, peu importe les regards ou les jugements, chacun de nous possède en soi la capacité de se relever. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, retenez ceci, la vie ne nous définit pas par nos blessures, mais par ce que nous en faisons. Et Laetitia, malgré toutes les difficultés, a choisi la résilience, l'amour et la reconstruction. Alors vous aussi, si vous traversez un moment difficile, n'oubliez jamais que rien n'est définitif. Chaque jour peut être un nouveau départ. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.